Alors après l'Afrique, Jean-Gabriel, vous allez découvrir. Merci. Bonsoir. Alors ce soir, le thème c'est passer à l'action. Je crois que souvent les gens imaginent qu'il faut commencer par planifier pour passer à l'action. Je crois qu'il faut d'abord choisir de passer à l'action et ensuite planifier. C'est plutôt dans ce sens-là que je vois les choses. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais simplement 3 histoires. La première, je suis sur le point de fêter les 5 ans de ma liquidation judiciaire. Je tiens le coup. Non, alors pour ceux qui connaissent la liquidation judiciaire, dans la vie active, c'est vraiment le blackout complet. Quand on est fiché, ça dure 5 ans. C'est pour ça que les 5 ans, c'est important. C'est passer les 5 ans, on fait prescription, ça passe. Donc c'est quelque chose qui est important, les 5 ans. Alors aujourd'hui, j'ai 35 ans, 36 même, le temps passe vite. Je dirige un bureau d'études qui représente à peu près 80 personnes. Donc comme quoi, en 5 ans, on peut passer du blackout complet à une taille d'entreprise assez importante. Donc c'est un bureau d'études d'ingénierie et de conception. On travaille dans le bâtiment, dans l'aménagement du territoire. On a 80 collaborateurs sur 6 agences en France. Alors tout n'a pas été tout rose, hein, loin de là. Déjà, le démarrage a été plutôt compliqué. À vrai dire, je me suis retrouvé dans l'ingénierie un peu par défaut. Au départ, j'ai monté une société dans les énergies renouvelables. Et puis ça s'est pas très bien passé, et sachant pas trop quoi faire, je me suis dit, bon, entre le chômage ou autre, petit à petit, je me suis retrouvé dans l'ingénierie alors que j'y connaissais pas grand-chose. Et puis ça s'est déroulé, j'ai eu de bons collaborateurs, on a eu l'occasion de créer des sociétés, on a eu l'occasion de racheter des sociétés, donc bon, petit à petit, ça a avancé. Et vous voyez, là, aujourd'hui, on est à peu près 80, mais il y a encore un an, on était qu'une trentaine. Donc les choses avancent. Petit à petit, en avançant, on essaye de créer du sens dans ce qu'on fait, on essaye de fédérer les équipes, et ça rejoint un petit peu le discours de tout à l'heure, mais il y a un mois, j'ai présenté ce qui me semblait être un vrai projet d'entreprise pour mes salariés, parce que le nombre ou le type de projet ou le type de produit qu'on peut vendre a peu d'importance. Et moi, je leur ai dit, mon projet d'entreprise, c'est être les meilleurs dans 3 axes. 1, le cadre de vie. Ça veut dire que je veux qu'on se sente bien dans l'entreprise, je veux qu'on soit les meilleurs dans le cadre de vie, dans ce qu'on peut offrir de plus confortable pour l'entreprise et pour les salariés. 2, apporter un service client qui soit vraiment au top, parce qu'on est là aussi pour vendre un service, on est là pour apporter un service. Et 3, être numéro 1 dans la responsabilité sociétale. En fait, il y a 3 ans, j'ai créé aussi un fonds de dotation à côté de ma société. Alors c'est un terme peut-être un peu technique, mais c'est comme une association ou une fondation, si vous voulez. Donc j'ai créé ça parce que j'avais envie, sans trop savoir quoi en faire. Et puis petit à petit, ma société redonne de l'argent à cette fondation-là, et on vient soutenir des projets humanitaires de différents types. Et voilà, je pense que c'est important je pense qu'une entreprise, et surtout dans notre domaine, l'ingénierie, c'est fait d'intelligence, c'est fait de gens, c'est fait de volonté, c'est fait d'argent, et ça doit être un moyen d'enrichir les gens enfin l'espace qu'on a autour de nous. Donc ça passe par nos salariés, ça passe par nos clients, mais au-delà de ça, je crois qu'il faut aller viser un petit peu plus loin. Donc je ne sais pas où est-ce que ça va nous emmener. Il y a un an, à peu près, j'avais dit à mes salariés, moi, j'arrête le développement, je veux prendre 6 mois de congé sabbatique, vous n'allez plus entendre parler de moi. Et puis en fait, un an après, on a encore doublé la taille de l'entreprise. Comme quoi, il y a une énergie assez folle derrière moi, et les salariés poussent à fond pour qu'on développe l'entreprise. Mais je ne sais pas où est-ce qu'on sera plus tard. Mais en tout cas, voilà, ces 3 axes-là, c'est devenu vraiment l'axe fort de notre entreprise, et c'est ça qui nous semble important. C'est ça qu'on a envie de construire ensemble. Après, la route, on verra bien là où elle nous emmène. Alors, j'ai une deuxième histoire à vous raconter. Celle-là est, pour le coup, un peu plus originale. Alors, c'est moi ici, un peu plus jeune, un peu plus maigre. Mais ce que vous voyez là, en fait, c'est un pédalo. Alors j'ai mis la photo parce que si je commençais par vous dire un pédalo, vous n'auriez pas forcément eu cette image-là en tête. Donc comme ça, voilà, on a enlevé l'image du toboggan. Voilà. Donc en fait, c'est un pédalo. Là, vous voyez, il y a le siège.
Devant mes pieds, vous avez le pédalier. Ce qu'on a derrière, c'est une cabine. Alors, on a la même petite cabine à l'avant pour stocker du matériel. Avec cet engin-là, j'ai traversé l'Atlantique du Portugal jusqu'à la Floride. Voilà. Alors, merci. Alors, souvent, on me dit, mais ta femme est aussi pénible que ça? Non. Alors, pour l'anecdote, c'était en 2008. 6 mois avant, je m'étais marié. Hein. Donc, elle est loin d'être pénible, hein, ma femme. Mais en fait, si vous voulez, quand j'étais étudiant, j'ai monté pas mal d'expéditions. Quand on est étudiant, on a beaucoup de temps, on n'a pas d'argent. Alors, pour pouvoir trouver de l'argent, je me suis mis à chercher des sponsors. Et pour pouvoir chercher des sponsors, il fallait que je raconte une histoire. Et petit à petit, quand j'étais étudiant, tous les 6 mois, je partais en voyage. J'ai fait comme ça le Kilimandjaro, j'ai fait le Mont Blanc, j'ai fait des sommets en Argentine, j'ai fait des sommets en Himalaya. Enfin, au départ, je connaissais rien à la montagne, mais j'avais envie de voyager. Et en racontant des histoires, j'ai pu avancer et monter des projets. Et puis, sorti de mon école d'ingénieur, je me suis mis à travailler comme tout le monde. Je me suis retrouvé comme conducteur de travaux sur les chantiers chez Bouygues. Enfin, une expérience formidable. Mais le côté voyage m'a un petit peu manqué. Et là, je me suis dit, bon, j'avais 25 ans, je me dis, si tu fais un truc, il faut que tu fasses un truc de cinglé, quoi. Et alors, j'ai cherché. Et puis là, je me suis dit, je vais faire un tour du monde en utilisant que la force humaine. Alors, je vous laisse 2-3 secondes pour réfléchir. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas de moteur et pas de voile. Bon, essayez de faire un petit cheminement, pas de moteur, pas de voile, ça commence à être compliqué. Oui, alors, je vous rassure, il m'a fallu 3 mois pour essayer de matérialiser ça. Donc je suis parti de Paris à vélo jusqu'au Portugal. Donc ensuite j'ai embarqué sur le vélo des mers, le pédalo. Du Portugal, après quelques déboires, j'ai fini en Floride. Donc là ça a mis 4 mois. Pour vous donner un ordre d'idée, le bateau avance à la vitesse de quelqu'un qui marche. Voilà. Donc marcher 4 mois jour et nuit, et vous ferez à peu près la même distance. C'est-à-dire que j'ai fait 9200 km à peu près, 5000 milles. Alors je me suis arrêté au Maroc à cause d'une grosse tempête, donc j'ai dû m'abriter. Je me suis arrêté aux Canaries parce que probablement qu'une baleine a arraché mon gouvernail, donc j'avais plus de direction. Vous imaginez un peu ma tête en descendant sous l'eau et en me disant « Zut, il manque une pièce ». Donc je me suis arrêté aux Canaries, les Espagnols m'ont aidé à bricoler mon engin. Et je suis reparti, je me suis arrêté aux Antilles. Alors là, ce qu'on voit, c'est Saint-Martin. Je suis arrivé tout seul à 4 h du matin. Donc je me suis arrêté aux Antilles pendant 15 jours, officiellement pour marquer un record du monde, parce que je détiens le record du monde. Officieusement, j'avais plus un sou, donc il fallait que je fasse un peu de com. Donc j'ai fait de la com et je suis reparti avec un peu d'argent. J'ai rejoint la Floride. Et de la Floride, j'ai traversé les États-Unis et le Canada à vélo jusqu'au nord. Après, j'ai fait tout l'Alaska en kayak. Voilà. Et puis après, tout s'est pas toujours bien passé, mais j'ai voulu. Alors voilà, là c'est moi à gauche. Alors si le photographe avait pris une photo 10 minutes après, j'aurais été là-bas. En fait, j'ai voulu traverser la mer de Bering en kayak. Encore une idée intelligente. Oui, il faut bien avancer sans énergie humaine, enfin, que à l'énergie humaine, sans énergie motrice. Et je parle bien de la mer de Bering, en fait. C'est pas le détroit de Bering, c'est la mer. Donc il y avait une certaine distance. Puis ça a mal fini, je me suis retrouvé dans une tempête en hypothermie. Donc j'ai appelé les gardes-côtes américains qui m'ont élitroyé et puis ils m'ont hospitalisé. Donc le coût de l'énergie humaine, c'est un peu fait flop sur ce moment-là. J'étais au fond du trou. Mais en même temps, vous voyez en fait cette image, il y a 2 photos, il y a celle-là et puis il y a une autre photo que les gardes-côtes américains avaient pris, parce qu'en fait ils faisaient un reportage sur leur métier. C'est-à-dire que... mais je l'ai su après, parce que pendant que j'étais à l'hôpital, moi j'ai pas prévenu ma mère, vous imaginez, maman, non, et elle a appris par les médias que j'étais à l'hôpital. Donc vous imaginez un peu le choc pour ma mère. Alors, le téléphone a sonné, tout ça, et puis... elle me dit, mais c'est quoi cette histoire et tout? Non, t'inquiète, tout va bien. Elle me dit, ouais, j'ai vu les photos. Bon, comme quoi on est épié maintenant, c'est fou. Et cette photo-là est devenue un des moments les plus importants de mon histoire, de ce parcours-là, parce que j'ai voulu faire un projet à la force humaine. Donc ce côté un peu
j'avance, et puis voilà, je mets de l'énergie. Et puis finalement, d'énergie humaine, c'est devenu énergie mentale, la capacité à rebondir et à continuer. Et toute l'histoire, elle s'est construite au fur et à mesure. C'était pas le but initial, hein. Puis j'ai un peu pris le temps de réfléchir à comment raconter mon échec. Mais ça s'est fini comme ça. Alors j'ai repris après un vélo. Alors j'ai traversé en avion. J'ai pris un vélo et j'ai traversé toute la Sibérie jusqu'à Paris comme ça. Voilà pour la deuxième histoire. La troisième histoire, c'est celle-là. Alors, c'est écrit en petit, mais ça s'appelle la course à l'énergie positive. Figurez-vous que j'envisage de faire le Vendée Globe en 2020. Voilà. Alors oui, vous pouvez rigoler, et vous avez tout à fait le droit de rigoler, parce que je ne sais pas faire de bateau, enfin je suis en train d'apprendre. Mais je vais y arriver, j'ai bon espoir. La course à l'énergie positive, c'est un peu le jeu de mots, quoi. C'est-à-dire que énergie positive, comment ça marche? Ça veut dire produire plus que l'on ne consomme, ok? Je ne peux pas consommer plus sur un bateau parce que je n'ai pas une rallonge pour alimenter le quartier, hein. Par contre, ce que vous voyez là, on a imaginé en fait recouvrir tout le bateau de panneaux solaires. Donc ça veut dire quoi? On a un bateau qui fait 60 pieds, ça veut dire 18 mètres et un peu plus de long, hein, voilà, ça fait un gros bateau. Déjà les petits j'ai du mal, mais un gros, bon, bref, on va apprendre. On va travailler sur le bateau comme un laboratoire. On va essayer de prendre des technologies qui n'existent pas encore dans différents domaines. L'énergie, l'alimentaire, la communication, la technologie. On va essayer de prendre des choses qui n'existent pas encore. On va les tester sur le bateau. Donc on va les utiliser en laboratoire et sur le bateau. Et si jamais c'est concluant, et ben à la fin du Vendée Globe, on repartira sur un cycle de 4 ans sur lesquels on pourra imaginer industrialiser, commercialiser et lancer des produits qui n'existent pas encore sur le marché. Donc la course à l'énergie positive, en fait, c'est un projet global qui s'étale sur 7 ans et non pas 3 ans. Le Vendée Globe, c'est en 2020. Et on travaille, alors je ne vous mets pas tout ici, mais on travaille sur un village qui va être mobile, un village fait de 3 dômes, pour pouvoir présenter le monde de la recherche, le monde des technologies, et puis le monde de la voile, en essayant aussi d'essayer d'imaginer quel peut être le monde dans les 10 prochaines années, en matière d'énergie. Alors voilà, 2-3 exemples. Là, on a recouvert le bateau de panneaux solaires, parce qu'aujourd'hui, la technologie photovoltaïque permet d'imaginer de mettre des panneaux souples. Donc ça peut être des débouchés intéressants, pas sur un bateau, mais sur du mobilier urbain, par exemple. On est en train d'étudier des choses liées au recyclage des aliments, tout ce qui est aliments périmés, essayer de faire en sorte de donner une deuxième vie et un deuxième souffle aux aliments périmés, en prenant des fruits et légumes qu'on peut lyophiliser, et ainsi de suite. Enfin, il y a un certain nombre de technologies qui existent, et je commence à travailler avec des chercheurs pour essayer d'imaginer qu'est-ce qu'on pourrait faire et comment on pourrait développer ce projet-là. Donc pour l'instant, j'ai lancé le projet il y a 6 mois. Hein. Donc ce que je vous raconte là, il y a encore un mois, je vous aurais raconté autre chose. Et puis si tout se passe bien, et si ça avance, dans quelques mois, j'aurai encore de plus belles choses à vous raconter. Mais à vrai dire, je ne sais pas trop où est-ce que ça va m'embarquer. L'objectif, c'est de faire le Vendée Globe. L'objectif, c'est essayer de lancer de nouvelles technologies. Mais en fait, j'en sais pas plus que ça, quoi. Alors, par rapport au thème de ce soir, et puis pour essayer de faire une belle conclusion, ça m'intéressait de prendre 3 histoires. 2 qui sont passées. Alors, celles qui sont passées, c'est toujours facile de dire, bah oui, en fait, l'histoire, elle est belle. Et puis, vous savez, c'est un peu comme dans les films américains, le héros, il est bien, et puis après, il tombe, et puis après, il réussit. Puis à la fin de l'histoire, on se dit, c'est un héros. Alors, c'est facile, en fait, quand on regarde une histoire après qu'elle soit passée. Et puis, on peut la raconter, la romancer un peu comme on veut. Par contre, une histoire qu'on lance, là, moi, je ne sais pas trop quoi vous raconter là-dessus, mais j'espère que ça va être un beau projet et qu'à la sortie, malgré les hauts et les bas, on y verra un certain succès. Mais globalement, passer à l'action, en fait, il y a... D'abord, je crois que passer à l'action, c'est pas synonyme ni de succès, ni d'échec. En fait, c'est... Et puis, il y a une vraie distinction entre passer à l'action en étant dans de bonnes conditions ou pas. On a souvent tendance à vouloir être dans de bonnes conditions. On va se dire, faut que j'apprenne à faire du bateau avant d'aller faire le Vendée Globe. Enfin, combien de gens m'ont dit, mais tu veux pas commencer Bah non, pourquoi? Je comprends pas. Et ma femme, la première, elle me dit, si t'aimes bien faire du bateau, va faire du bateau. J'ai dit, moi, j'aime pas faire du bateau, j'ai envie de faire le Vendée Globe. Voilà. Mais il y a souvent cette espèce de point de départ où on veut des conditions idéales pour démarrer. Ça n'existe pas, les conditions idéales. Et puis, passer à l'action, c'est pas synonyme de succès ou d'échec, mais en fait, passer à l'action, c'est tout simplement passer à l'action, et rien de plus. Le reste, c'est l'histoire qu'on a bien envie de raconter. Voilà, merci.